Donc nous allons commencer cette table ronde intitulée Privacy as a Business Model, ingénierie et mise en pratique, avec nos invités, Bernard Kirsch de chez L'Oréal, qui nous expliquera tout à l'heure son rôle sur ce sujet, Christophe Lerouge, directeur d'IMT Atlantique, Benjamin André de Cozy Cloud, Olivier Breillac de Octopice et Philippe Latombe, député et commissaire à la CNIL. Donc merci de participer à cette table ronde. Dans un premier temps, je vous propose un petit peu de décrire quel est le business, si je puis dire, et le modèle d'Octopice et de Cozy Cloud. Puis ensuite, nous irons sur ce qui permet la façon dont L'Oréal prend en compte la demande de protection de la vie privée de ses utilisateurs. Donc, si vous voulez commencer, Olivier, sur Cozy Cloud, merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, et désolé, je suis arrivé un peu en retard à 1 minute du déjeuner. Nous, on est, moi, je dirige une start-up qui a créé une technologie de génération de données synthétiques avec une proposition de valeur qui est unique. On a une approche qui est bien spécifique. Donc, on est éditeur de logiciels et on aide nos clients à pouvoir arrêter d'utiliser des données personnelles quand il n'y en a pas besoin. Parce que dans beaucoup de cas, on a besoin de l'information et pas du tout de l'identité. Et donc, notre posture, c'est de dire que on aimerait bien contribuer à ce qu'on ne se réveille pas avec la gueule de bois dans une dizaine d'années, parce qu'on a fait n'importe quoi, et sur l'utilisation de la donnée, un peu comme on est en train de se réveiller un peu trop tard sur le sujet de l'écologie. Et donc, on pense que le sujet pour prendre le virage, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à être aussi court, puisque moi, j'ai fondé donc effectivement Cozy Cloud, mais qui a rejoint l'Inagora là en début d'année, donc pour fusionner avec la plateforme Twake. Mais si je reviens effectivement au fondement de l'histoire, le point de départ, c'est celui d'un ingénieur qui se retrouvait gêné par ses données personnelles dispersées dans des silos étanches qui m'empêchaient techniquement d'y avoir accès, d'y avoir un accès technique et donc de pouvoir les mobiliser pour en avoir les usages que je souhaitais. Mes données étaient enfermées dans ma banque, chez mes fournisseurs de services avec les factures, les historiques de consommation, mes communications, mes traces de localisation. Et j'ai été amené à développer mes premiers connecteurs d'une manière assez spontanée pour récupérer déjà mes relevés bancaires. Donc c'était en 2006, parce que tant que mes relevés bancaires n'étaient pas chez moi, c'était pas pratique. Je pouvais pas les consulter facilement quand j'étais chez le coiffeur. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme applications mobiles et autres. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à me projeter sur les usages que je gagnais en récupérant mes données. Donc c'est pas du tout une approche, j'ai envie de dire, droits fondamentaux, de militante des libertés numériques, en tout cas pas en 2006. Peut-être que par la suite, j'ai été un peu plus conscientisé, mais vraiment, mon point de départ, c'était celui de l'ingénieur qui, pragmatiquement, avait quelque chose qui le gênait. On m'empêchait de faire ce que je voulais, de ce qui, fondamentalement, me paraissait naturellement m'appartenir. Et de là, j'ai été amené à imaginer ce cloud personnel, cet espace numérique, ce coffre, si vous voulez, mais pas un coffre au sens un espace clos, étanche, dans lequel je protège mes données, mais c'est un espace à moi dans lequel je réunis mes données, dans lequel je peux avoir un levier opérationnel concret dessus. Parce que j'ai réuni mes données dans un format qui m'est propre, dans mon espace qui techniquement m'appartient, je peux y faire tourner les algorithmes de mon choix. Et les algorithmes, quand ils travaillent dessus, que ce soit les miens que j'ai développés moi-même ou ceux qu'un tiers m'apporte, ils tournent dans mon enclave, dans un espace sécurisé qui me garantit que les données ne sont pas partagées avec l'extérieur. Donc mes algorithmes bénéficient de mon intimité numérique sans que j'ai eu à la partager avec un tiers, ce qui est l'inverse du modèle qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour bénéficier d'un service, il faut envoyer au fournisseur de service toute votre intimité, vos données, pour qu'il puisse les traiter et vous rendre un usage. Là, c'est l'inverse. Je proposais que les données viennent chez moi, avec une légitimité bien sûr indépassable, puisque je suis la racine de la donnée, donc une capacité à accéder aux données de manière légitime et à les réunir. Et ensuite, c'était moi qui, en tant qu'utilisateur, choisis les algorithmes, les applications qui s'installent dans mon coffre, dans mon espace personnel, pour faire levier sur cette intimité numérique sans avoir à la dévoiler à quiconque. C'est un peu comme si votre comptable, plutôt que de lui envoyer toutes vos pièces, vous le faites venir à la maison, il consulte votre comptabilité, vos pièces comptables,
et il repart les mains vides. C'est exactement ça le principe. Et en fait, tous les services que vous pouvez imaginer en numérique, vous pouvez les réinventer, les repenser avec les commodités qu'apporte cette intégration autour de vos données, qui est assez fabuleuse, ça ouvre des perspectives absolument géniales. Et donc, on a été amené effectivement, puisque donc la société, je l'ai créée en 2011, entre 2011 et aujourd'hui, forcément, on a imaginé plein de business models, on a eu plein de partenaires, voilà, plein d'opportunités assez géniales. On a été en interaction avec le régulateur pour le RGPD. J'ai été consulté N fois, enfin, notamment sur l'article 21 dont on reparlera peut-être, mais aussi sur la DSP2, dont j'espère encore plus parler. Donc, secteur Voilà. bancaire, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués. Pardon, ouais, régulation bancaire pour l'accès aux données et l'ouverture à des fournisseurs de services tiers autres que les banques. Ouverture de la donnée bancaire. Ça dégrossit un peu le sujet, mais il y a beaucoup à dire derrière. Alors, Bernard, après on reviendra en détail sur les expériences. L'Oréal, la position de L'Oréal, c'est pas de proposer des services de privacy, mais c'est de prendre en compte la volonté de vos clients et la façon dont vous percevez cette demande de vos clients dans ce que vous proposez. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Bernard Kirsch, en fait, on a eu deux grandes étapes, je dirais, sur le sujet de la privacy chez L'Oréal. Une première étape, je pense, comme beaucoup de groupes, 2017-2018, où dans l'urgence, il a fallu faire ce qu'il fallait, notamment sur la conformité des sites web, donc une grosse mobilisation de ressources, beaucoup IT, et puis un demi-juriste à qui on a collé le titre de DPO, ce qu'il fallait, et puis on a démarré comme ça 2017-2018. Bon, voilà. Premiers effets du RGPD. Premiers effets du RGPD, voilà, on a démarré. Donc on a fait ce qu'il fallait, et ensuite, à partir de 2019, les choses ont commencé à évoluer, avec la nomination d'un DPO, cette fois-ci à temps plein, et puis deux décisions importantes. La première, ça a été de créer une organisation et une gouvernance qui mélangeait des profils juridiques avec des profils business. Donc ça, c'était une décision absolument clé. À l'époque, il n'y avait pas grand monde, moins de 10 personnes. C'était 50-50 entre des profils juristes et des profils issus du business, seniors, comme moi-même, ayant différents parcours dans les domaines les plus sensibles en termes de protection de données personnelles, upskillés à la privacy. Et on a commencé à travailler en binôme avec ces deux populations. Et la deuxième décision, c'était de dire il faut absolument que l'on ne soit pas dans un silo quelque part loin dans l'organisation. Il faut qu'on aille chercher le COMEX, il faut qu'on soit visible vis-à-vis du COMEX et qu'on soit des vrais partenaires. Pour ça, on a travaillé sur notre vision, c'est-à-dire alors en 2019-2020, quelle était la vision de cette structure privacy naissante. Et le motto qu'on a ensuite porté partout dans l'organisation a été de dire nous voulons avoir un impact positif sur la confiance. Voilà. C'était vraiment la thématique. Et on a décliné ça en disant chez L'Oréal, la privacy, c'est important, c'est pas que du blabla. Et on le montre. Ensuite, on crée de la valeur. Deuxième motto. Et puis le troisième, c'était la privacy, c'est pas une affaire d'experts, c'est une affaire collective pour toute l'organisation au niveau mondial. Donc, autour de ces trois piliers, on a décliné tout un plan d'action. Et surtout, on a lancé une grande campagne d'awareness. On a commencé par ça, en allant chercher le business, le COMEX, autour de cette vision. Ça a été adoubé par le COMEX, qui l'a ensuite porté, relayé. Voilà. Donc ça, c'était les années 2020-2021. Une fois qu'on avait ces fondamentaux en place, avec ce lien qui était établi, on a commencé à avoir des premières études qui montraient l'impact de la privacy dans la relation de confiance d'un consommateur avec une marque. Donc les premières études, ça date de 2021. Donc, j'ai quelques chiffres que je ne sais pas si c'est le moment que je peux partager pour vous montrer. Donc c'est une étude, donc j'ai les références, je pourrais vous les donner fin 2021. Donc 86% des consommateurs se soucient de leur privacy et demandent plus de contrôle par rapport au respect de ce que font les business avec leurs données personnelles, 86%, 2021. 68% des consommateurs pensent que les sociétés doivent démontrer qu'ils font walk the talk, c'est-à-dire qu'ils font vraiment des choses, ce qu'ils racontent, qu'ils le font effectivement, et ce qu'ils vont parfois au-delà de ce que demandent les réglementations, 68%. Et 79% des consommateurs sont prêts à payer davantage pour une marque qui respecte leur privacy. 2021. Vous voyez, donc c'était déjà des éléments. Et ça
ça a fini de convaincre le COMEX que la privacy était un sujet de top line, hein, et était un sujet de création de valeur pour l'organisation. Et à partir de ce moment-là, ça a tout changé. On a progressivement eu davantage de moyens. Aujourd'hui, il y a 35 et 40 personnes, hein, au niveau mondial qui font de la privacy chez L'Oréal, toujours avec cette double vision business et juridique, une analyse toujours basée sur les risques, sur chaque situation. Voilà, j'ai d'autres chiffres que je pourrais vous partager plus tard. Merci. Alors juste du coup, Olivier, est-ce qu'on peut revenir sur Octopi, savoir un petit peu plus de détails sur les objectifs, l'évolution par rapport à ce qui vient d'être évoqué, par rapport au RGPD, post-RGPD, en ce qui concerne Octopi? En fait, on a créé Octopies en 2000, ça fait 8 ans, 2017, fin 2017. Bon, un peu avant l'ère officielle du RGPD. Moi, je pensais qu'on avait 2 ans de retard. En l'occurrence, je pense qu'on avait plutôt 5 ans d'avance. Et on a d'abord cru que le driver pour les entreprises, ça rejoint ce que disait Bernard, hein, c'était un peu la peur du gendarme. Bon, en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. Déjà, je pense que c'est un hyper mauvais driver, parce que le gendarme, il est plutôt là pour insuffler une vision, une posture, voilà, qui, je pense, est extrêmement vertueuse malgré bien des discours qu'on peut entendre. Et donc, on s'est rendu compte que ce sujet-là, c'était une mauvaise voie, que la peur du gendarme, le risque de l'amende, c'était pas ça qui allait motiver les gens. Entre autres, peut-être parce que aussi le risque d'amende, finalement, notamment en nombre, il n'est pas si élevé que ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui allait motiver les acteurs économiques, c'était le ROI. C'est-à-dire, notamment, ce que disait Bernard, c'était la confiance. Et que nous, dans notre approche, en fait, ce qu'on dit, c'est que dans l'utilisation de la donnée, il y a toujours deux orientations pour l'exploitation de la donnée. L'exploitation de la donnée pour... désolé Bernard, je pense que je vais vous garder comme cobaye. Mais l'utilisation de Bernard pour Bernard quand il est dans une relation avec sa banque, par exemple. Mais en fait, sa banque, quand elle veut faire de la détection du développement de modèles de machine learning pour faire de la détection sur, j'en sais rien, du risque de fraude, du risque de je sais pas quoi, on n'a pas besoin, qui que ce soit, on n'a pas besoin d'utiliser des données nominatives. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on utilise mes données, les miennes, pour faire des développements auxquels j'ai absolument pas consenti. Et donc, il y a toujours deux types d'utilisation. L'utilisation de la donnée pour la personne dans le cadre d'une relation à un tutu personnel, et ce sera toujours de la donnée personnelle, ça changera jamais. Et il y a d'autres types d'utilisation qui sont plutôt des utilisations de l'ordre statistique. On va vouloir apprendre de ce qui s'est passé dans la vraie vie de tout le monde. Et donc, nous, on répond avec la technologie qu'on a développée. On permet de recréer des nouvelles données qui vont mimer le comportement des données d'origine et qui vont empêcher la réidentification. Donc nous, on a une méthode qui permet de démontrer la suppression du risque sur les 3 risques qui ont été définis par le RGPD. Et ça va servir typiquement à pouvoir développer des nouvelles applications sans faire prendre de risques. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que je dis assez régulièrement, nous, on entend toujours la même petite musique. La musique en question, c'est, en fait, on ne peut pas innover à cause de la réglementation. Ça, on l'entend très souvent. Et je pense qu'à ça, il y a deux problèmes, deux types de personnes. Des personnes qui sont ignorantes et une deuxième catégorie, un peu plus gênante, c'est des gens de mauvaise foi. Les gens ignorants, on peut leur expliquer que c'est possible. Et les gens qui sont de mauvaise foi, c'est un peu plus complexe, mais ils sont quand même assez nombreux. Et donc, la petite musique en question, c'est le légal nous empêche d'innover. Pour une raison hyper simple, c'est qu'on est dans un environnement concurrentiel, on veut innover, on veut aller vite, on veut créer des outils, des moyens qui vont permettre de faire mieux que les concurrents. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait du shadow IT, on va prendre des données comme ça en interne, on commence à avoir des résultats. Comme maintenant, on a beaucoup de puissance de calcul, etc., et que l'IA permet de développer des modèles qui sont toujours de plus en plus performants, on a des très bons résultats, assez vite, mais dans un contexte qui est hyper dégradé, où on s'est dit, avec une volonté de sécurité, mais qui est en apparence, pour aller assez vite, on a utilisé des données sans avoir fait aucune réflexion de privacy à la base. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont en charge de l'innovation dans les boîtes
vont dans un cadre d'un comité éthique pour développer et industrialiser le processus de façon plus large, recevoir un no-go de leur DPO, de partenaires qui vont leur dire, enfin pas de partenaires en interne, on va leur dire mais attends, là en fait il y a un énorme risque. Et ces mêmes personnes-là vont dire bah en fait c'est le légal qui nous empêche d'innover. Notre posture c'est de dire c'est totalement faux. C'est juste parce que c'est toujours beaucoup plus simple de trouver des coupables que de se reconnaître, de reconnaître qu'on aurait dû prendre un autre chemin dès le départ. Et notre position c'est de dire si on avait pris en considération la privacy dès le départ, on n'aurait pas eu ce problème. Et c'est toujours en effet plus simple de dire c'est pas de notre faute, c'est de la faute du légal qui nous empêche d'innover. Et en fait, c'est assez grave ce sujet-là, de toute cette population que je classe dans les personnes dites de mauvaise foi, parce que derrière, en fait, on dit le modèle qu'on a créé, c'est un modèle qui n'est pas vertueux. C'est vraiment une hérésie de fond, je pense, parce que c'est le meilleur moyen pour se situer ou se positionner comme j'allais dire les derniers de la classe par rapport à nos concurrents, et de se positionner dans une situation d'infériorité par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et on ne peut pas avoir ce message-là en voulant avoir une souveraineté de la donnée en Europe. Je pense que c'est totalement impossible et c'est absolument antinomique. Le modèle qu'on a créé en Europe, on peut en être fier. Je pense qu'il est extrêmement vertueux. La Cour de justice européenne a dit à 2 reprises que pour le Safe Harbor et le Privacy Shield, que les États-Unis ne pouvaient pas remplir les obligations qu'on avait en Europe. C'est un formidable outil de protection. Trump agirait autrement, mais nous, on a cet outil de protection légale qui nous différencie et qui nous positionne comme apportant une nouvelle chose dans la confiance vis-à-vis de nos voisins. Je pense que c'est un énorme avantage qu'on a, nous, et je pense qu'il ne faut surtout pas vouloir assouplir ce sujet-là parce que ça nous positionne finalement avec une approche qui est différente et qui est très dérangeante, je pense, pour nos voisins outre-Atlantique. Et je pense, je finirai peut-être là-dessus sur le sujet de la CJUE. Il y a eu récemment, la mi-septembre, un arrêt de la Cour de justice européenne qui est venu dire que il y a une sorte de porosité entre la donnée pseudonyme et la donnée anonyme. Je pense qu'en apparence, c'est un risque, mais c'est plutôt une opportunité qui est apportée. C'est que la CJUE a dit qu'une donnée pseudonyme pouvait être ou pseudonyme ou anonyme pour le destinataire en fonction du contexte. Alors évidemment, ça ne simplifie pas. On en a parlé, Benjamin disait c'est complexe. En fait, oui, c'est clair, le sujet, il n'est pas simple. Mais en fait, je pense que c'est super intéressant parce que ça vient dire que on avait un dogme sur la privacy qui était très mesure technique. Est-ce que la voiture résiste à un tir de bazooka? Oui, non. Voilà. Et maintenant, on dit, est-ce qu'il y a un risque de se prendre un tir de bazooka? Et en fait, je pense que c'est hyper intéressant parce que ça veut dire, par exemple, pour continuer dans les métaphores un peu grossières, si on a, par exemple, toute une population qui se trouve être une population de femmes et que toutes les femmes sont enceintes, le fait de dire qu'une femme est enceinte dans cet environnement, c'est pas un critère qui va permettre d'identifier. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesures techniques et organisationnelles à prendre pour protéger ce sujet-là. Donc, on va prendre en considération le contexte dans lequel la donnée va être utilisée. Et donc, tout ça, je pense que ça nous amène vers des solutions en termes de gouvernance, de protection sur la donnée, de mesures techniques et organisationnelles qui soient explicables. En fait, on ne veut pas que ça marche. On veut que ça marche et qu'on sache pourquoi. Donc nous, on s'est attelé à développer une méthode justement qui permet ça, qui permet de dire, voilà, on a des données qui sont partageables et on a industrialisé dans notre logiciel la capacité à donner la preuve que les données qu'on a générées vont vraiment être des données anonymes. Et on prend aussi, on a intégré dans notre logiciel aussi la capacité à générer des PIA pour justement prendre en Data considération Protection Impact Assessment, donc des évaluations d'impact de protection des données personnelles. Exactement, pour prendre en considération le contexte dans le cadre d'utilisation de la donnée. Alors, je vous donne un petit exemple et j'arrêterai là-dessus. Là,
en fait, on travaille avec une entreprise, c'est pas, je vais pas donner le nom parce que c'est pas public. On travaille avec une entreprise qui probablement équipe certains qui sont dans la salle, qui portent des lunettes. Il se trouve que c'est assez, plus on vieillit, je les ai pas, mais j'en ai aussi. Plus on vieillit, moins la vue s'arrange, et que en fait, les personnes qui vendent des lunettes ou des verres, ils savent en regardant dans le rétroviseur ce qui s'est passé dans le passé, et donc c'est une merveilleuse information pour prédire ce qui va se passer quand on a 30 ans, en disant: «Bah, en fait, bientôt, voilà ce qui va se passer», et donc c'est aussi une super capacité de pouvoir, faire de la prédiction, d'améliorer des services, d'être meilleur que ses voisins. Et donc aujourd'hui, nous, on travaille avec eux pour venir permettre de transformer ces données qui ont été collectées auprès de personnes comme vous et moi, pour finalement garder l'information sans permettre la réidentification et de pouvoir faire de l'innovation éthique. Et donc, en fait, la réponse, c'est que c'est possible, ça marche, et vraiment, nous, on s'insurge contre ce message de dire que l'innovation empêche, enfin, la régulation, pardon, empêche l'innovation. Et je pense que c'est extrêmement vertueux en termes de souveraineté. Et on ne peut pas vouloir supprimer la régulation et la souveraineté. Je pense que c'est absolument antinomique. Vas-y, Ouais. après je... Alors, je partage l'essentiel de ce qui a été dit sur le fait que l'innovation n'est pas bridée par la réglementation et que c'est même au contraire, on l'a vu avec le RGPD, la capacité, quand on met un cadre, et enfin, je vais faire une digression, mais quand on dit aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité intérieure, quand on parle du renseignement, ils nous disent donnez-nous un cadre. On préfère savoir exactement là où on peut jouer et là où on peut pas sortir. Et donc, quand on donne un cadre, ça permet de faire de l'innovation dans le cadre du cadre, et c'est ça qui est important. Là où j'ai un petit bémol, c'est sur l'arrêt SRD, puisque c'est celui-là dont vous parlez, l'arrêt SRD du 4 septembre. Ouais, donc c'est un arrêt, c'est l'arrêt de la Cour de justice de l'Union qui dit, il est plus sioux que ça, cet arrêt, et moi, il m'inquiète parce que la Commission européenne s'en est servie dans Omnibus ensuite. L'arrêt, il dit, j'ai une donnée. Alors, la jurisprudence classique, c'était une donnée personnelle reste personnelle quoi qu'il arrive. Je la pseudonymise, elle reste personnelle, elle garde son caractère personnel. Là, l'arrêt de la Cour de justice dit, quand j'ai une donnée personnelle, que je la pseudonymise, je l'anonymise pas, je la pseudonymise, parce que la question de l'anonymisation est juridiquement très compliquée, parce qu'il faut être sûr qu'on puisse démontrer que tous les liens sont coupés, qu'on ne peut pas revenir dessus, etc. Mais je la pseudonymise et je la transfère à un tiers, donc il y a une question de transfert. Je la transfère à un tiers qui n'a pas la capacité à aisément réidentifier la donnée d'origine, alors ce n'est plus une donnée personnelle du tout. Et donc là, la vraie question aujourd'hui, il y a plusieurs questions, c'est quand je le fais moi et que je transfère à un tiers, c'est ça ce que dit la Cour de justice, et donc si je suis à l'intérieur d'un groupe d'entreprises, est-ce que c'est l'autre entité, est-ce que c'est un vrai tiers ou pas? Donc il va falloir que la Cour de justice nous explique ce que c'est qu'un tiers. Là, c'était dans un cas très particulier où on sortait de l'entreprise pour aller vers une autre entreprise qui n'avait aucun lien économique direct. La deuxième, c'est pseudonymiser et non aisément réidentifiable. C'est quoi le aisément réidentifiable? Si le tiers qui a cette information, cette donnée, dispose par ailleurs d'un autre jeu de données qui, par le jeu d'appariement, même un peu compliqué, arrive à réidentifier la personne, est-ce qu'on reste dans le cadre de l'arrêt? C'est une vraie question, et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et ensuite, la donnée personnelle devient une donnée tout court. Et donc, j'en fais quoi? Quel est le cadre juridique applicable à cette donnée? Et est-ce que si jamais j'arrive à la réidentifier, est-ce que c'est bijectif? Est-ce que le mode de fonctionnement est bijectif? Et ça, la Cour de justice ne nous l'a pas dit. Donc, la vraie question, c'est quelle est la portée de l'arrêt? Et tout le monde se pose la question. On a à la CNIL régulièrement des demandes d'autorisation d'entrepôt de données de santé, d'expérimentation avec des données de santé, dans lesquelles on nous dit, bah oui, mais on a fait de la pseudonymisation, tout va bien, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On avait toujours considéré que la pseudonymisation ne changeait pas le statut de la donnée personnelle, restait donnée personnelle. À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice, je ne sais pas quelle décision on pourrait prendre dans 10 jours ou dans 15 jours. Et donc, on attend de la Cour de justice qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Mais le vrai souci, c'est que la Commission est passée par là, gentiment, a fait son règlement omnibus parce qu'il fallait modifier le RGPD pour le rendre compatible avec l'IACT. Je suis d'accord. Il y avait des incohérences entre l'IACT et le RGPD. Il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas faire entrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds. Il fallait trouver des moyens. Là, ils ont pris omnibus et ils se sont dit, on va redéfinir ce que c'est qu'une donnée personnelle.
puisque la Cour de justice nous a ouvert la porte, on met le pied dans la porte et on va même ouvrir un peu plus la porte et on va redéfinir ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et on va pouvoir ensuite lui appliquer un autre cadre juridique. Ils le font aussi au passage avec e-privacy, qui veulent supprimer, en disant e-privacy et les cookies, en fait, c'est du RGPD. Donc, on le réintègre dans le RGPD, et puis on va d'ailleurs modifier la question des cookies en disant c'est non plus à la personne de dire je consens ou je ne consens pas, mais je le mets une bonne fois pour toutes dans le navigateur et le navigateur décidera pour moi. En gros, c'est ça qu'ils ont mis dans Omnibus. Et donc, on a une vraie question aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je posais la question de minuit moins le quart tout à l'heure sur le est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une revisite totale de ce qu'est une donnée personnelle qui fait qu'il va falloir justement s'arc-bouter sur la privacy by design et savoir ce qu'on en fait et quelle valeur j'ai. C'est-à-dire que si je suis L'Oréal, désolé Bernard, ça va être encore pour vous, mais ce que vous avez fabriqué comme création de valeur et comme confiance avec vos clients, est-ce que vous êtes prêt à le lâcher parce que la Commission européenne ou la Cour de justice vient faire une modification? Est-ce qu'il n'y a pas une question sociétale plus longue que ça? Et d'ailleurs, on voit que vous êtes fait embrayer, enfin derrière vous, il y a quand même pas mal de boîtes qui ont embrayé. Il y a une grosse partie de pub pour le Crédit Mutuel en ce moment qui est « Jamais je vendrai vos données, vous pouvez me faire confiance ». Ce qui est le truc le plus marketing de la Terre, parce que de toute façon, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais n'empêche que cette espèce de preuve de volonté de faire le... Et donc, est-ce que on n'est pas en train, au nom de l'IA, au nom de relations transatlantiques, on n'est pas en train de lâcher une partie de nos valeurs qui ont fait justement cette création de valeur et cette proposition de valeur ajoutée que nous avions en Europe. Et c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, et ça nous échappe, parce que Omnibus, ce ne sont pas les parlements européens, pas les parlements nationaux qui vont pouvoir en discuter. C'est le Parlement européen avec le Conseil de l'Europe et avec la Commission dans un trilogue qui s'annonce assez rapide et sur lequel on n'aura pas le temps de se poser pour anticiper les conséquences que ça peut avoir. Et oui, le RGPD, il fallait le toucher. Oui, il y a des mécanismes du RGPD qu'on n'a pas repris ensuite, qui étaient des mécanismes qui nous posent problème. Le fait qu'on ait systématiquement un chef de file pour le RGPD nous pose un problème. Parce que quand c'est l'Irlande qui est systématiquement chef de file et que c'est elle qui reçoit tout l'impôt sur les sociétés de toutes les boîtes américaines parce qu'elles sont toutes immatriculées à Dublin, on a quand même du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les choses. Et d'ailleurs, je le redirai à Le Cornu quand on se verra un de ces jours. Moi, je veux bien que la France soutienne le fait que e-privacy, on le met dans le RGPD. Mais ça veut dire que la France, via la CNIL, alors la CNIL a plein de défauts et je sais que, voilà, j'ai quelqu'un qui me le répète assez régulièrement, voilà. Mais n'empêche que quand on regarde les amendes de la CNIL au titre des cookies, c'est 1,5 milliard à 2 milliards en moyenne par an. Hein. Ça va au budget de l'État. Si on met e-privacy dans le RGPD, ça veut dire que c'est la CNIL irlandaise qui va devoir sanctionner toutes les entreprises américaines à qui on a filé des sanctions, genre Meta, Google et les autres. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied à 2 milliards quand même aussi, hein, accessoirement, enfin, tant qu'à faire. Et ça veut dire qu'on va créer de la concurrence, parce que la CNIL continuera à interpréter les cookies selon sa doctrine en France, et c'est là où le légal pose un problème, c'est que l'interprétation n'est pas homogène partout. Et que si la CNIL continue à prendre les entreprises françaises pour lesquelles elle sera compétente au titre du RGPD et qu'elle les sanctionnera au titre des cookies, la vision irlandaise des choses chez Meta ou ailleurs fait qu'ils ne seront pas sanctionnés et donc ils auront un avantage concurrentiel indirect parce qu'ils seront en dehors du spectre de la sanction. Et donc ça pose un problème. Et donc s'il y avait quelque chose à retoucher au RGPD, c'était peut-être ça. Ce qu'on n'a pas fait dans l'e-Act, il y a bien un représentant, enfin une entité par pays, et il n'y a pas de chef de file en termes d'IA dans l'e-Act. Il y avait des choses à faire. Oui, il y avait les datasets, il y avait un certain nombre de choses sur la donnée à pouvoir faire sur l'IA, mais peut-être pas à redéfinir ce que c'est qu'une donnée personnelle, peut-être pas à faire tout ce que la Commission est en train de vouloir faire. Et donc c'est ça aujourd'hui la vraie question, c'est est-ce qu'il va falloir changer les modèles mis en place par ceux qui étaient vertueux pour coller au légal, ou est-ce qu'il faut continuer à rester dans cette politique qui est une politique pour laquelle les clients sont contents de cette vision de la part des entreprises. J'espère que Bernard, puisque voilà, ne changera pas la vision de L'Oréal comme ça, d'un coup, d'un seul, juste parce que la Commission a décidé de changer la vision de la donnée personnelle. Bernard, je crois que... Non, moi, j'ai pas d'avis sur le sujet pour l'instant. On va y réfléchir, mais... Non, moi, je prolongerais ça aussi. Je reviens une seconde sur le business model. Et le business model, au-delà de la relation de confiance dont j'ai parlé, il y a un sujet
que je mets un peu en relation avec ce qui vient d'être dit, qui est un sujet d'avoir un langage simple pour communiquer ou pour dialoguer avec les consommateurs. Aujourd'hui, c'est très compliqué tout ça. Il y a plein de gens, alors j'ai des chiffres là, mais il y a 50% des gens qui disent qu'ils comprennent rien à ce à quoi ils consentent. Enfin, il y a vraiment un sujet de pouvoir simplifier le langage, communiquer simplement, et encore plus avec ce qui vient d'être dit, on va plutôt vers de la complexification, de la simplification. Mais l'enjeu, c'est pas tellement pour les entreprises de dire ce qu'elles font. On est vertueux, on fait des super trucs. C'est que les consommateurs le croient. Et ça passe par un message beaucoup plus simple, une manière d'interagir et sur lequel beaucoup de marques travaillent aujourd'hui. Alors, certaines le font pour des objectifs purement marketing. Je pense que chacun à son niveau mettra le curseur où il faut, mais même si on n'en fait pas un claim marketing fort, c'est un élément important de pouvoir trouver une autre manière de communiquer sur ces enjeux avec les consommateurs. Alors du coup, Christophe, comment est-ce qu'on peut former nos élèves ingénieurs à toutes ces problématiques et comment on les prend en compte chez nous? Alors, d'abord, merci Claire. T'es une prof, hein, voilà. Bon, alors, d'abord, bien, moi je suis puissance, je vous héberge, je vous accueille. Bienvenue à IMT Atlantique. Voilà. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, une école d'ingénieur, moi je suis un fabricant, un producteur de compétences et de connaissances. Et je le fais pour alimenter, irriguer les acteurs économiques et la puissance publique qui est autour de moi. C'est ma mission de service public. C'est pour ça qu'on a des laboratoires de recherche qui développent de la connaissance et qui ont vocation à la transférer. L'objectif d'une chaire comme celle qui est celle d'aujourd'hui, c'est de réfléchir, de faire des propositions et d'alimenter finalement le débat public, la puissance publique et de répondre aux besoins des entreprises. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est produire de la compétence à travers les jeunes scientifiques, ingénieurs, masters, doctorants qu'on forme et qui ont vocation à rejoindre les entreprises, les établissements publics et à avoir une activité économique qui sera productive, qui apportera aussi de la richesse à notre société. Donc moi, mon objectif, c'est de former des jeunes. Et on forme plutôt des scientifiques. On forme exclusivement des scientifiques puisqu'on est une école d'ingénieurs. Mais moi, ce que je veux, c'est que ces ingénieurs ou ces scientifiques, ils aient une vision large et que ça ne soit pas des purs techniciens. On en parlait ce midi à table. Et ils ont besoin d'avoir des compétences autres que purement techniques, en matière juridique, en matière économique, en matière d'éthique, en matière de philosophie. Et donc, ça veut dire que dans les cours qui sont dispensés aux étudiants ici, il n'y a pas que des informaticiens purs et durs qui travaillent. Il y a des juristes, il y a des philosophes qui de temps en temps interviennent. Et l'objectif, c'est d'ouvrir au maximum les chakras des étudiants pour qu'ils se frottent justement à des sujets qui ne sont pas purement techniques et technologiques, qui prennent de la hauteur et qu'ils, au moment où ils rejoignent finalement la vie active, ils soient en responsabilité et qu'ils sachent quelles pourraient être les conséquences de tout ce qu'ils font. Voilà, donc mon rôle, c'est de faire ça, et c'est pour ça que la formation, on essaye de la dispenser de façon la plus large possible. Il y a aussi autre chose qui est important dans le rôle que peut avoir, ou la mission que peut avoir une école d'ingénieurs comme celle dans laquelle vous êtes. Je vous le dis, c'est production de connaissances, compétences, transfert, mais c'est aussi de l'activité économique. Parce que tout ce que vous êtes en train de décrire, il y a des créateurs d'entreprises qui sont assis à côté de moi.
on a aussi un rôle justement pour soutenir la création d'entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'école. Quand vous êtes rentré dans l'école, il y a sur la droite un bâtiment semi-circulaire. C'est l'incubateur de l'école. Donc on incube une quarantaine d'entreprises qui sont présentes sur nos campus. Eh bien, derrière cette création d'activités, c'est aussi de la création de richesses pour notre société. Et ce sujet de la privacy, de la protection des données, de tout ce qui peut être créé autour, c'est aussi des choses qui permettent de créer des entreprises et de générer de l'activité. Voilà, c'est ça le rôle et on essaye de le faire. Autre chose, IMT Atlantique, c'est 2500 étudiants, 800 personnes qui y travaillent de façon permanente. Donc moi, c'est un peu caricatural, mais je me considère un peu comme un chef d'entreprise. Une très grosse PME, une petite ETI. Ben moi, j'héberge des données. J'ai plein de choses de cette nature. Et je piaffe pour les exploiter et pour générer de l'activité derrière. Je n'ai pas le droit de le faire complètement. Mais le sujet que vous abordez là, pour moi aussi, c'est extrêmement important en tant que chef d'entreprise, hébergeur de données et l'exploitation potentielle des données. Typiquement, qu'est-ce qui intéresse les gens autour de moi et les entreprises? C'est justement la connaissance que je produis, les ingénieurs que je diplôme, et l'accès à cette information, elle est extrêmement précieuse pour les entreprises. Et j'aimerais bien pouvoir l'exploiter un petit peu mieux. C'est très bien, puisqu'on va faire la transition du coup avec Benjamin. Tu expliquais ce midi que, je ne sais pas si on peut appeler ça un marché, en fait, la réflexion avec le ministère de l'Enseignement sur la façon dont on peut remettre l'utilisateur au centre de ces données, et là, c'est donc les élèves, à travers votre approche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment vous abordez la question sur le sujet? En fait, le point de départ, c'est de constater que dans les systèmes d'information, l'usager est considéré, l'usager, élève, enseignant, agent, est finalement considéré comme un utilisateur externe auquel on donne un droit d'accès temporaire, ce qui est un peu contradictoire dans un système pédagogique qui vise à émanciper l'individu et au contraire à lui apprendre à justement peut-être cultiver son non seulement savoir-faire numérique, mais aussi son patrimoine numérique, patrimoine qui est absolument essentiel à l'ère de l'IA pour pouvoir bénéficier de services personnalisés. Il faut avoir ce patrimoine informationnel qui nous caractérise et qui permettrait à des systèmes intelligents de venir nous proposer des parcours pédagogiques, des parcours d'apprentissage personnalisés. Et de là est née au sein de l'Académie de Rennes au départ cette réflexion de remettre l'élève au centre de ses données, c'est-à-dire en contrôle de ses données, qu'il maîtrise tout au long de sa scolarité, qu'il conserve quel que soit son parcours pédagogique. Donc j'ai envie de dire créer une continuité numérique au sein d'un parcours pédagogique qui lui est forcément rempli d'accidents, de bifurcations, de changements. Et effectivement, de là est né un service, donc l'espace numérique personnel de l'élève, qui est un peu une sorte de coffre, qu'il conserve tout au long de son parcours scolaire, et dans lequel il réunit du coup l'historique de ses données, contenu pédagogique, activités, etc., qu'il peut repartager, par exemple avec ses nouveaux enseignants, par exemple avec un nouveau service numérique, par exemple avec un conseiller d'orientation, pour fabriquer son propre book, puisque c'est un gros enjeu aujourd'hui dans l'éducation, cette personnalisation des parcours. Et effectivement, c'est une nouvelle porte ouverte finalement à une approche innovante, enfin innovante, en tout cas qui prend le contre-pied des modèles classiques où nos données sont chez le fournisseur de services. Là, tout d'un coup, on dit que la donnée, elle réappartient à l'individu et ça permet, notamment par exemple dans le cas de l'éducation, d'être plus aligné en fait avec la mission de service public qui est l'éducation des élèves. Donc éventuellement pour IMT Atlantique de se baser sur ces données-là avec des données qui sont vraiment à la main de nos étudiants qui veulent bien nous transférer et nous permettre d'adapter nos parcours. Alors là, je vais même un tout petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Alors, je vais effectivement expliquer. Donc, on a financé 2 tests chiffres sur le sujet du decentralized learning, donc pour pouvoir faire des requêtes sur des entrepôts de données distribués. D'accord. C'est-à-dire que dans un modèle classique aujourd'hui, vous faites un Health Data Hub, vous mettez un acteur au centre, et à qui vous dites à tout le monde, faites-moi confiance, donnez-moi votre historique de taux de ce que vous voulez dans le sang, de l'historique de votre poids, de votre fréquence cardiaque, ce que vous voulez, mais aussi de géolocalisation.
hein, et ces données, une fois dans l'entrepôt central, on va pouvoir faire des calculs. On va pouvoir apprendre. C'est très bien, mais ça veut dire que concrètement, si vous voulez faire un calcul, il faudrait que je vous demande à chacun de vous ici votre poids, votre historique, et je réunis toutes ces données dans un espace qui est hors de votre contrôle. Nous, dans notre paradigme, c'est l'inverse. Chacun de vous, vous récupérez dans votre chez vous numérique l'historique de votre balance Wissing, de votre tensiomètre, votre balance connectée, de votre géolocalisation qui dit combien de fois par semaine vous allez à la piscine, qui dit plein de choses de vos déplacements à vélo, tout un tas de choses extrêmement corrélées en fait avec votre santé, qui ne sont pas des données médicales au sens RGPD du terme pour le coup, puisque non produites par des professionnels de santé. Et ces données que vous détenez chez vous, on va permettre une mise en commun avec des principes de crypto assez malins, donc, mais très simples. Donc, prenons le cas concret. Imaginons que vous avez chacun chez vous votre tableau Excel avec votre historique de poids. Moi, le premier contributeur, je génère un très gros chiffre aléatoire, 256 caractères. Je rajoute mon poids à ce chiffre qui veut rien dire. Je le transmets au suivant, qui récupère un résultat intermédiaire inexploitable. Il rajoute son poids, il le transmet au suivant, on le propage. Puis moi, astucieusement, j'envoie mon calcul d'un autre côté avec un poids inverse, donc avec un bruit aléatoire contraire. Et quand vous recombinez tous les chiffres à la fin, les bruits s'annulent et vous obtenez la somme des poids de tout le monde sans que personne n'ait dévoilé son poids à quiconque. C'est une simplification. C'est pas une donnée, c'est un vecteur. C'est pas un bruit. Voilà, il y a une complexité derrière qui va au-delà de ce que je viens de vous présenter. Mais en fait, fondamentalement, vous êtes capable de faire n'importe quel calcul mathématique sur des données qui ne sont pas centralisées. C'est assez magique, honnêtement. Et vous pouvez réinventer tous les algorithmes de big data, de data mining, tout ce que vous voulez, écart type, moyenne, variance, toutes les régressions possibles et imaginables, sans jamais avoir une INSEE au centre, un Health Data Hub ou un Facebook. Voilà. Donc effectivement, typiquement, vos élèves auraient toutes leurs traces pédagogiques dans leur coffre. Vous voudriez, eh bien avec un algorithme comme ça, donc développé avec l'INRIA et l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous pourriez effectivement obtenir le résultat d'un calcul sans que personne n'ait eu à dévoiler ses données personnelles, tout en contribuant à un commun qui est le résultat du calcul. Et moi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui m'intéresse en tant que membre de la CNIL, parce que si on peut avoir des solutions qui nous arrivent comme ça directement sur le marché, il peut y avoir un mouvement de très grosse crainte de la CNIL de dire bah oui mais vous traitez quand même des données personnelles, c'est quoi ce truc-là? On va essayer de décortiquer, mais comme on n'a pas fait partie de la réflexion et qu'on n'a pas été associé au départ, on va simplement être, j'allais dire, en frontal, en opposition, en essayant de trouver des contre-arguments à. Et le gros avantage, ce qu'on essaie de faire avec la CNIL en ce moment, c'est d'avoir des entreprises qui viennent frapper à la porte avec une idée au départ, en disant voilà ce qu'on voudrait faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à construire le truc pour qu'on soit en privacy by design? Là, en ce moment, ça fait partie de mon périmètre, parce que j'ai l'action sociale dans le périmètre de ce que je rapporte à la CNIL. On a lancé un pilote où on accompagne 3 entreprises qui sont du service à la personne âgée. Et notamment, on a une entreprise qui agrège l'ensemble des informations pertinentes pour suivre une personne âgée en fonction de qui est son intervenant. En gros, l'infirmière vient et dit, bah, alors le médecin a dit il y a un régime particulier. L'infirmière vient pour dire il y a des soins particuliers. Elle fait une partie des soins, mais elle en délègue une partie parce que l'aide-soignante va venir faire la toilette et donc il y a des pansements qu'il faut enlever, remettre, enfin un certain nombre de choses. Il y a l'auxiliaire de vie qui vient raconter des histoires, tenir compagnie à la personne, mais qui elle aussi peut à certains moments avoir des informations qu'il est important de partager. Et donc la question c'est quelle information est légitime, comment. Et ça aujourd'hui, si on avait un produit fini qui arrivait de la part d'une entreprise de la silver economy face à la CNIL en disant bah, c'est comme ça qu'on va fonctionner et puis vous nous donnez une sorte de label ou en tout cas d'accord, c'est extraordinairement compliqué pour nous et forcément ça va générer des tensions avec l'entreprise. Alors que quand on est dans la construction de cette solution-là avec l'entreprise dès le départ, on n'est pas dans de l'incubation, on n'incube absolument pas, mais simplement on accompagne le processus. Les ingénieurs, le DPO de l'entreprise vient nous voir en disant bah voilà, on a cette idée-là, on pense à ça comme solution. Est-ce que vous pensez que c'est le bon chemin? Et si c'est pas le bon chemin, est-ce que vous avez des préconisations à nous faire? Et par itération, on arrive à trouver une solution qui est à la fois conforme au RGPD, conforme à la doctrine de la CNIL, utile pour l'entreprise et qui permet aussi à la CNIL de se poser les vraies questions sur les nouvelles technologies. L'IA, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Est-ce que j'ai besoin d'enregistrer le son quand j'ai une caméra avec une surcouche algorithmique? Oui, non, pourquoi, comment, dans quelles conditions? Et donc ça, aujourd'hui, on essaie de le faire, mais c'est un changement très important. C'est pour ça que je suis assez... je reviens sur ce sujet tout à l'heure.
Je suis assez frappé que la commission veuille simplifier à ce point-là le RGPD avec Omnibus. J'en ai discuté avec la directrice juridique de Mistral, qui est quand même pas la dernière, enfin, c'est pas un lapin de 6 semaines, quoi. Elle me dit, dans Omnibus, il y a la moitié des trucs qu'on a demandé qui y sont, donc il nous en manque quand même la moitié, et il y a surtout la moitié de ce qui est dans Omnibus qu'on n'a pas demandé du tout. Et qu'en fait, il y a des gens qui, en chambre, ont pensé à un truc qui nous est absolument pas applicable et dont on se fiche éperdument, et qui nous intéresse pas. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire en sorte que le régulateur, en droit souple, soit en capacité aussi d'intégrer l'innovation. Et c'est d'ailleurs un gros reproche qui fait la CNIL régulièrement, c'est que la CNIL, elle est vieille, elle date de 78, c'est Safari, ça va pas, elle comprend pas l'innovation. Bah si, il faut qu'on arrive à intégrer l'innovation, et donc ce sont ces parcours-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin que des entreprises comme vous viennent à la CNIL, frapper à la porte en disant, bah, on fait comment? Et on fait pas comment en arrivant déjà avec le produit fini, c'est on travaille, on chemine ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrivera à fonctionner, surtout dans le cadre de l'IA, avec des usages qui sont différents en fonction des organisations, parce que aujourd'hui, mettre du copilote dans une entreprise, c'est facile, il suffit de prendre Microsoft. Je suis pas sûr que les usages soient les mêmes pour toutes les entreprises de copilote ou de Gemini. En fait, c'est ça le truc. Et donc, la privacy by design, quand c'est pensé dès le départ, quand c'est fait en plus en lien avec le régulateur, ça permet d'éviter toutes les questions que vous vous posez sur comment est-ce que je peux l'utiliser au sein d'IMT Atlantique ou de... Voilà. Et quand je fais cours sur le sujet pour nos élèves, le cours est vraiment fait dans ce sens-là. On ne fera pas de vous des spécialistes du RGPD ou autre, mais ayez les bons repères pour intégrer dès le départ dans le projet les spécialistes. Renseignez-vous en interne comment on a créé une équipe ou en externe si l'équipe n'existe pas sur le RGPD, sur l'IA. Et le cours, il est fait, pour avoir le réflexe d'aller chercher ces compétences-là, ne pas arriver en bouclant le projet sans avoir été vérifié, notamment qu'on est conforme au RGPD. Et le deuxième objectif du cours, c'est leur donner les clés pour comprendre la discussion. Je pense que déjà, si on arrive à faire ça avec nos élèves ingénieurs, c'est déjà pas mal. Claire, je peux te retourner une question. Tu es en train de décrire, tu réponds à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur ce qu'on faisait, donc ça me va très bien. Est-ce que les autres écoles d'ingénieurs le font de cette façon? Je ne vais pas m'avancer. Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit là, et c'est aussi ce que Bernard a dit, parce qu'il a dit un truc très important au départ, ils ont construit une task force ou un service en mélangeant du business et du juridique. Aujourd'hui, un DPO, mais c'est comme un acheteur public, si c'est simplement un juriste, ça va être assez simple, c'est non ou c'est je sais pas. Alors que si on a des gens qui ont la double casquette, qui sont à la fois business, juridique, avec une envie de savoir ce que c'est que l'innovation, de savoir comment ça fonctionne, là, on a des gens qui sont d'abord dans j'ai des réflexes, oui, c'est vrai, il faut des réflexes. C'est quoi une donnée de santé? C'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi une donnée non personnelle? Quelques grands trucs qui... Voilà, donc c'est pour ça que c'est important que les ingénieurs, même s'ils n'en font pas de leur métier, aient quand même un certain nombre de réflexes. Et puis ensuite, on a besoin que ces DPO, ils soient en capacité de dire, alors, ton truc, ouais, ça me gêne tel que tu l'as pensé au départ, mais je ne peux pas te laisser sans une solution. Et donc, je vais essayer de comprendre quelle est ton innovation et quel est le but de ton innovation. Et ensuite, je vais essayer de te créer le chemin juridique pour le faire. Et si jamais je ne sais pas, je vais aller m'entourer de spécialistes, je vais aller demander, frapper à la porte de la CNIL ou n'importe qui d'autre pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Là, c'est une donnée personnelle. J'ai un arrêt de la Cour de justice qui me dit si j'anonymise ou je pseudonymise, je peux faire différemment. Si on met une couche de crypto, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Mais au moins, il y a une itération et il y a une réflexion. Et c'est en ça que c'est important. La plupart des écoles d'ingénieurs ont commencé à le prendre en compte. Pourquoi? Parce que ce sont des indicateurs obligatoires dans les indicateurs du COMEX pour la plupart du temps, et qu'il y a des risques juridiques et donc financiers très importants. Et donc la plupart des écoles de commerce, d'un certain niveau, l'ont intégré. Je pensais qu'on était en avance. Voilà. École de commerce, pas école d'ingénieur. École de commerce. Les écoles d'ingénieurs, c'est un peu différent. Il y a ceux qui sont vraiment très spécialisés sur la donnée, et il y a ceux qui sont des écoles d'ingénieurs un peu généralistes, qui ne le font pas de la même façon. Mais c'est quelque chose qui va de toute façon venir, parce qu'on ne pourra pas s'en passer. Enfin, nos collègues de TP ou de TSP qui sont dans la Marie-Lynn, salle, micro. Vous le faites? Télécom Sud Paris, Marie-Lynn, directrice de département, donc bien placée. Oui. Merci pour la question. En fait, nous, on a l'avantage à Télécom Sud Paris d'être sur le même campus que l'IMTBS. Oui, d'accord. On a l'avantage, en fait, à Télécom Sud Paris d'être sur le même campus qu'une école de commerce qui s'appelle donc IMT Business School.
Et à ce titre, on s'échange aussi nos enseignants-chercheurs. Donc, on bénéficie à la fois des cours. Alors, vous donner le détail, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce qui se passe en tronc commun. Et après, alors moi j'interviens beaucoup en cybersécurité puisque c'est mon domaine. Et donc en dernière année, en M2, on a effectivement des cours sur le RGPD. En fait, on est labellisé STECMEDU. On a un certain nombre d'obligations à remplir. Et à ce titre, on fait intervenir des enseignants, des vacataires sur la problématique du RGPD, par exemple. Donc je sais que dans ce M2-là, en cybersécurité, encore une fois, c'est 3 heures d'enseignement sur le RGPD. Oui, mais ils alors, doivent Marine, c'est un obligatoirement en M2, c'est juste 3 heures. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, tu vas me dire. C'est 3 heures. Après, ils ont d'autres apprentissages sur la certification. Donc, c'est assez ouvert sur la méthodologie, qui sont vraiment liés, je sais pas, l'analyse de risque, enfin, ce genre de choses. Ils ont vraiment des cours spécialisés. Après, c'est pas non plus un très gros volume d'heures. De toute façon, ils ont quoi? 5 modules de 45 heures, donc faut tout faire entrer là-dedans pour en faire des spécialistes en Voilà, cybersécurité. Vas-y. Patrick, Télécom Paris. Je coupe un petit peu la parole. Moi, je fais partie d'IMT Atlantique. Il faut aussi, je rentre un peu plus dans le détail parce que je fais partie des enseignants chercheurs. On a en fait sur les 2e et 3e années des spécialisations, donc on appelle les TAF, les thématiques d'approfondissement. Et historiquement, dans ces TAF, dans la partie donc on appelle les unités d'enseignement cœur, on a toujours une UE qui fait partie des sciences sociales. Et c'est pour ça aussi qu'on a pas mal d'enseignants-chercheurs sur chaque campus. Donc, on a 3 campus qui sont vraiment issus des sciences sociales, économistes, juristes, etc., en gestion également. On a, en fait, dans les thématiques de spécialité, une grosse partie, un tiers où on enseigne des sciences sociales. Enfin, à IMT Atlantique, je pense que ça montre bien aussi combien on tient compte de ces aspects qui sont à la fois humains, et qui sont pas forcément techniques dans les spécialités du diplôme d'ingénieur. Patrick, Télécom Paris. Oui, bah alors nous, c'est dans l'ADN de l'école depuis sa création. On a un département, l'école est depuis le début un département de sciences sociales et économiques. Donc il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des ergonomes, il y a des gens qui travaillent sur le langage et les signes. Donc ça, c'est depuis le début et je pense que c'est une bonne chose. Donc nous, en effet, dans le tronc commun, tous ces cours sont enseignés dès la première année. Je profite aussi de l'occasion pour dire que, comme je l'explique aussi à mes étudiants, la donnée, c'est un objet très complexe, économique, avec plein de multidimensionnel. Et donc, ce serait une erreur, je pense, de le regarder à travers une seule dimension. Et même si on regarde au niveau du droit, on parle beaucoup de droit des données. Mais en fait, aujourd'hui, la donnée, elle est au cœur des problèmes de concurrence, droit de la concurrence, je parle, droit du consommateur, problème de chaîne et de TMU, et même du droit du travail, dans le cas de Uber, droit de la déconnexion des chauffeurs automatisés. Voilà, il y a tous ces droits aussi. Donc, même si on regardait que le droit, en fait, on devrait être sur plusieurs droits en même temps. Voilà. Et puis au niveau formation aussi, on peut rajouter, on prend l'exemple, j'arrive jamais à me souvenir du nom, Yakmek. Voilà. Tu m'expliquais l'autre jour, Pierre, que vous formiez vos clients par de la formation. Tu commences par ça, en fait. Exactement. En fait, moi, je suis DPE externalisé dans le domaine de la santé. Et donc, pour tous mes clients, maintenant, systématiquement, on fait une journée de formation pour les mettre au niveau, ne serait-ce que du vocabulaire. Et ça permet de gagner en productivité dans les échanges. Et j'ai eu le cas récemment d'un institut de recherche que j'ai formé. Et les chefs de projet sont devenus hyper pros. Donc en fait, quand ils me parlent de responsable de traitement, de sous-traitant, ils savent exactement de quoi ils parlent. Ils s'interrogent avec des bonnes questions. Et je fais le parallèle parce que je donne des cours à la fois à la fac, à Malakoff, justement au M2, protection des données. Et je donne aussi Alors je suis désolé, vraiment. En fait, je donne des cours dans une petite école à La Rochelle qui s'appelle Lexi, qui est une école d'ingénieurs. Et là aussi, en fait, donc moi, j'ai même modifié ma façon d'enseigner parce que je partais sur un enseignement très théorique. Et en fait, je regardais les élèves, puis je voyais qu'ils s'ennuyaient. Mais vraiment, puis
Vraiment, donc en fait, j'ai complètement changé ma façon de faire et je leur dis voilà, je vous donne un cas. Vous créez en fait un projet de suivi de personnes qui font des pas dans la rue et puis vous essayez de trouver une action par rapport à des données de santé, des choses comme ça. Et moi, je veux pas en faire des juristes, je veux juste en faire des gens qui comprennent les DPO et qui vont les voir. Parce que moi, mon problème, c'est que je suis tout seul je suis DPO externalisé. Moi, il faut qu'on me remonte de l'info. Il faut qu'on me fasse confiance. Quand on parle de confiance dans un état, je dirais, un peu généraliste, on a aussi, je sais pas si Bernard partagera ce propos, mais on a besoin que les gens nous fassent confiance pour qu'ils nous remontent de l'info. Or, vous avez des DPO qui sont des ayatollahs. Enfin, pardon, mais certains vont vous dire: «Ah non, mais c'est impossible» et donc en fait non, mais vraiment et les gens ne vont plus venir voir leur DPO. Alors que si moi, on me dit: «Voilà, j'ai telle problématique et moi, je vais essayer de trouver la manière dont on va, pouvoir aller faire du business», puisque le DPO, en fait, il sert le business. Je veux dire, il y a des combats de juristes, moi, j'ai travaillé pour une multinationale qui s'appelle Samsung et qui travaillait avec des grands instituts. Mais en fait, les juristes se battaient comme si c'était mais vraiment leur assiette qu'on était en train de leur manger, quoi. À un moment donné, il faut leur dire on voit les chefs d'entreprise, on dit: «Bah, bon, là, maintenant, il faut avancer». Les 2 patrons se rencontrent et puis, 15 jours après, le contrat, il est fait. Et je crois que justement sur cette histoire de confiance, de remontée d'infos, le DPO, il est vraiment il doit aller voir les gens, il doit aller discuter, il doit aller se présenter et dire qu'il sera un moteur pour, justement accélérer les choses. Et je reviens aussi sur les doubles compétences et les triples compétences. Moi, là-bas, je suis biochimiste, j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait du droit et c'est vrai que, ça me permet d'avoir un échange avec des médecins ou avec des chercheurs qui est de bon niveau parce qu'en en fait, on se comprend sur la nature même du travail qu'ils font et donc je crois qu'effectivement la double compétence, voire la triple compétence est à privilégier. Oui, moi, je me permets de rajouter juste un point et ce que je dis souvent, c'est qu'un DPO, les soft skills, ça compte pour plus de 50% de la réussite du job. Et ça, dans la formation, c'est absolument clé de l'intégrer. C'est plus de 50%. Le savoir-être, parce que c'est un métier transverse, il faut être capable de communiquer, de synthétiser, d'avoir une intelligence situationnelle. Et ça, ça passe aussi par les soft skills. Donc, dans la formation des DPO, 50 à 60% pour moi, c'est du soft skills. Et j'en rajoute une partie, il y aura un aspect cybersécurité absolument nécessaire sur la partie DPO, puisque dans le cadre de NIS 2, DORA et REC, quand on aura une fuite de données qui intègre des données personnelles, c'est le DPO qui sera en première ligne. Et donc il faudra, et d'ailleurs on le voit dans les cas qu'on a à la CNIL en ce moment de fuite de données personnelles, c'est quasiment systématiquement des questions de cybersécurité au départ. Et donc quand on pose la question au DPO, dans ta déclaration, tu nous as dit qu'il y avait des fuites de données, ok, très bien, mais ça s'est passé comment ? Vous avez colmaté comment ? Vous avez pris quelle décision de gouvernance pour que ça ne se reproduise plus ? Vous avez pris quelles mesures techniques pour pouvoir contrer ? Ah, tu n'es pas au courant, mais qui chez toi sait ? Et il faut qu'il soit en capacité d'aller expliquer à son RSSI qu'il faut qu'il lui explique gentiment comment est-ce que ça va fonctionner. Parce qu'on a besoin d'avoir aussi l'information du canal de la fuite et de comment ça a été colmaté ou contrôlé, etc. Et ça, aujourd'hui, le DPO, il doit être en capacité de pouvoir parler ces différents langages. Donc effectivement, si c'est simplement un juriste qui applique uniquement le RGPD, qui le connaît, voilà, on va le remplacer assez vite par ChatGPT. Ou par Mistral. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on veut simplement qu'il nous dise comment ça fonctionne et que c'est oui ou que c'est non, ça va être facile. Là, ce qu'on lui demande, c'est de nous expliquer un certain nombre de choses quand ça s'est passé, de voir quelles sont les solutions à y apporter, et de temps en temps, de pouvoir dire, ben voilà, tu arrives avec un problème, j'arrive avec une solution. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est un skill très particulier qu'on a un peu perdu dans le cadre des formations très théoriques qu'on a pu donner sur le RGPD au départ. Et ça marchera d'autant mieux si, effectivement, les utilisateurs du RGPD, les ingénieurs, les gens des business units, ont quand même un minimum de réflexe du RGPD et donc ont déjà un minimum de langage commun. C'est que s'il n'y a pas la grammaire des deux côtés, ça ne marchera pas. Et là, il n'y aura pas de personne pour faire la traduction entre les deux. Et donc, on a besoin que les ingénieurs puissent se dire « Ah, alors là, on touche à de la donnée personnelle. Il faut peut-être que je pose la question au DPO qui va commencer à me dire un certain nombre de choses. » Et donc, il y a déjà un travail de réflexion qui est d'un côté, ce qui fait que le DPO de l'autre côté, en faisant son travail, lui, on va pouvoir rapprocher les deux niveaux assez rapidement. Oui, peut-être je reviens un petit peu sur la notion de business model et de co-création avec, par exemple, la CNIL. Donc la co-création, dont je pense que tu parlais, Philippe, effectivement, est une aide pour trouver un chemin, pour opérationner une idée et la mettre au mieux vis-à-vis des réglementations.
Mais la réalité d'une création d'entreprise, c'est pas juste d'être en conformité, bien sûr, avec la réglementation. Ça va bien au-delà. Et là, malheureusement, le travail avec la CNIL n'y aide pas du tout. Et le biais, et là, je me fais l'avocat du modèle que je présentais, l'avocat, non, à l'inverse, je vais attaquer finalement le modèle que je présentais tout à l'heure, qui est très élégant et sincèrement a plein de propriétés qui le rendent, à mon sens, plus puissant, plus vertueux que le modèle existant. En revanche, il faut réussir à opérer la transition d'un business model qui est bien en place, avec des acteurs, des filières économiques, donc une forme de statu quo qui est confortable pour tout le monde, et réussir à trouver une transition entre les business, enfin le marché tel qu'il existe aujourd'hui, et une économie basée sur une approche différente de la donnée est assez difficile. Concrètement, tout à l'heure, quand je vous ai décrit la manière dont ce protocole de calcul décentralisé fonctionnait, j'ai commencé par dire, supposons que vous ayez chacun chez vous votre historique de données. Bon, ben, cette petite hypothèse n'est pas mince. Hein, donc, il faut réussir à imaginer les modalités par lesquelles on peut aller vers un business model alternatif. Voilà. Et alors, je ne sais pas exactement comment tu veux conduire la discussion, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur comment imaginer des transitions. Je peux déjà évoquer ce qui fait frémir nos banquiers FIDA, donc des taxes de la Commission européenne qui obligeraient nos amis banquiers et assureurs à nous remettre nos données personnelles pour qu'on puisse ensuite les transmettre. Mais je te laisse commenter. Non, là, tu commences à toucher un petit peu au DSP2, mais le problème de la DSP2 est très proche de ce qui s'est passé sur l'article 21 du droit à la portabilité dans le RGPD ou même le Data Governance Act, à savoir qu'il y a un préambule de la loi qui est très clair et plein de bonnes intentions, à savoir, je veux redonner des marges de manœuvre à l'innovation en forçant les acteurs qui détiennent des données à les ouvrir. Article 21 du droit à la portabilité, c'est exactement ça. La DSP2 sur la partie opérateur de services sur les données bancaires, c'est exactement ça. Le Data Governance Act sur le rôle d'intermédiaire, de prestataire d'intermédiaire de données, c'est exactement ça. Donc les préambules de la loi. Dans le Data Act aussi, tu l'as. Pardon ? On a aussi dans le Data Act. Oui, mais il se trouve que sur le Data Act, ils n'ont pas été sur la donnée personnelle, ils ont été sur la donnée IoT. Donc du coup, voilà. Mais voilà. C'est la tendance. Le même genre d'intention qui est effectivement redonner une marge de manœuvre aux acteurs qui sont des outsiders exclus parce que n'ayant pas accès facilement à la donnée première pour pouvoir rendre des services. Sauf que derrière, il faut que le texte de loi puisse avoir un impact concret. Donc alors là, c'est magique. La DSP2 dit on oblige les banques à mettre en place une API. Alors là, c'est déjà beaucoup plus précis que le RGPD qui dit j'oblige à rendre la donnée, mais aucune information, aucune précision sur les modalités, les rien. Là, c'est une API. Mais alors, sauf que l'API, alors d'abord, elle va donner que sur les données des comptes de paiement. Donc, ça veut dire pas toutes les données bancaires. Ensuite, mais pour des raisons de sécurité, il va falloir renouveler le consentement tous les 3 mois. Et puis une fois par compte. Donc, c'est avec 3 banques, 3 comptes, paiement, voilà, ça fait 6 consentements tous les 3 mois. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est mort. Vous ne pouvez pas faire de service à partir du moment où vous avez ce genre de contraintes. C'est pas possible. C'est mort. Et d'ailleurs, ils sont tous morts. Hein. Enfin, il n'y a aucun acteur qui a résisté à ça, sauf sur des niches spéciales de services ponctuels. Mais le service récurrent qui a besoin d'accéder à la donnée pour fournir un service intelligent avec du suivi, c'est pas possible. Ou alors vous êtes une banque. Ils sont tous fait racheter par des banques parce que c'est pas sustainable comme modèle parce que vous avez trop de contraintes. Les Indiens, donc en Inde, a fait la même loi. Mais là, ils ont dit mais non, on va créer un acteur qui, une fois, recueille le consentement de l'utilisateur pour toutes les banques. Et là, ça change tout. Que vous redonniez tous les 6 mois un consentement qui s'applique à tous vos comptes de toutes vos banques, là, ça fonctionne. D'accord ? Donc, et là, tout d'un coup, vous donnez de la substance au rôle d'intermédiaire de données. Ce que n'a pas fait le Data Governance Act. Le Data Governance Act, je l'ai relu au début, mais 4 fois de suite, en me disant, alors je vois mes obligations, mais elles sont où mes prérogatives ? Qu'est-ce qu'on me donne comme droit ? Si, en effet, je fais l'effort de remplir toute cette paperasserie, un badge. J'obtiens le droit d'avoir mon nom dans une liste comme étant data intermediary. Mais ça ne me donne aucun droit, aucune prérogative. Mais j'y ai pas cru au début. Je me suis dit, c'est pas possible que... D'ailleurs, le Data Hub a déposé le bilan. Mais là, ça n'a pas marché. C'est un truc de fou, quoi. Je l'ai relu, puis après, parce que je connaissais au sein de la commission ceux qui ont monté le texte et tout, j'ai dit, mais Matt, je comprends pas ton texte, là. Ça me sert à quoi ? Rien. Là, c'est les bras, mais je vous jure. Des années après l'article 21, après tout. Ça, franchement, c'était dur à lire. Pour moi, c'était vraiment, vraiment pénible. Et je pense qu'effectivement, alors que les gens sont, en tout cas ceux que je connais, pétris de bonnes intentions, cherchent à faire bien, mais un peu déconnectés, notamment de la réalité opérationnelle, pour faire en sorte que le texte puisse peser concrètement sur le cours des choses.
Et tous les textes que j'ai vus, soit il y a des gens très habiles qui, en sous-marin, ont fait ce qu'il fallait, soit effectivement, c'est un manque de compétences. Je ne sais pas exactement, je ne maîtrise pas. Mais le fait est que le résultat, il est sans appel. 4 textes totalement impuissants à redonner du levier opérationnel aux acteurs, alors même que c'est le préambule de l'esprit de la loi. Et puis surtout, c'était un exemple de contre-modèle aux GAFAM en pouvant accéder à ces données-là et ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Et Tout à Pierre, fait. après, on dit, bah oui, on l'a fait, ça ne servait à rien, ça n'a pas fonctionné. Bah oui, mais c'est le texte qui n'a pas fonctionné, c'est pas les acteurs qui n'ont pas pu s'en emparer. Il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas de levier. Voilà. Alors si on revient un petit peu à Bernard. Il n'avait rien demandé. Bernard, on a passé très vite quand même la façon dont L'Oréal Tranquille au bout, là. prend en compte la demande de confiance dans la protection des données personnelles. Comment ça se passe concrètement, du coup, cette prise en compte de la privacy chez toi? Il y a deux volets. Il y a un volet interne, un volet externe. Le volet interne, j'ai parlé un petit peu de l'organisation, de la gouvernance, des moyens. Il y a tout un certain nombre de cadres qui ont été mis en place, qui sont régulièrement audités. Voilà, donc on balaye ce qui a été dit là sur le privacy by design. On se sert de notre réseau là d'une 35-40 hommes et femmes de privacy avec des profils mixtes business et juridiques pour participer au privacy by design, c'est-à-dire qu'on a intégré la privacy dans le cycle de vie de tous les projets. Il y en a des milliers chez L'Oréal tous les ans. Donc systématiquement, la privacy fait partie des différentes dimensions qui sont évaluées avant même que les projets ne soient validés. Concrètement, sans dévoiler de secret d'affaires, c'est quoi un projet privacy chez L'Oréal? C'est pour fournir... Les projets sont des projets dans tous les métiers, métiers RH, logistique, digital, etc. Personnalisation du maquillage, par exemple, des choses comme ça? Oui, voilà, par exemple, il y a des projets de services digitaux, il y a des projets... un nouveau logiciel de recrutement, par exemple, dans le domaine RH. Enfin, il y a plein de projets qui ont des données personnelles. Donc, systématiquement, on évalue quel est le niveau de risque sur chaque nouveau projet. Et cette communauté privacy, elle est complètement engagée dès le début sur l'évaluation privacy by design. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en interne, quoi. C'est toute la mécanique pour documenter le accountability et ensuite l'exécution. Et puis le côté externe, c'est vraiment le chantier sur lequel on travaille beaucoup, c'est celui que j'abordais tout à l'heure, qui est de trouver un langage commun, j'aime bien le mot langage commun, avec notre écosystème, nos consommateurs, mais aussi en interne, les employés, enfin voilà, sortir du jargon extrêmement compliqué que personne ne comprend, pour trouver le bon ancrage dans la manière de faire passer les messages et de faire comprendre. Donc il y a des chantiers spécifiques qui sont en cours là-dessus. En externe, on travaille beaucoup avec les marques aussi pour quelque part avoir des privacy policies ou des privacy notices qui reprennent l'identité graphique des marques, qui soient beaucoup plus simples à lire, où il n'y a pas 10 pages où on n'y comprend rien, etc. Donc là, il y a un énorme chantier qui est en cours là-dessus, mais on a un chantier équivalent avec nos employés et puis tous les différentes catégories d'individus avec lesquels on interagit. Voilà, donc interne, externe plutôt le langage commun, et en interne, c'est toute la mécanique classique qu'on retrouve en privacy. Merci. Le temps passe très très vite. On va peut-être conclure cette table ronde et prendre 2 ou 3 questions de la salle et après on va passer à l'omnibus, même si on l'a déjà bien abordé. Quelques mots de conclusion chacun? Ou des choses à ajouter rapidement? Non, mais je pense que les quelques mois qui viennent là vont être extraordinairement intéressants. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la matière juridique, mais plus que ça, à la question de la donnée, de la privacy en termes de valeur au sein de l'Union européenne. Je pense qu'on est devant un changement de paradigme assez fort. Le challenge par l'IA sur le dataset, comment est-ce que j'applique, par exemple, la question du consentement, la question du droit à l'oubli. Tout ça va être challengé de façon très très importante. Il faudra qu'on reste assez campé sur la vision, non pas à court terme, mais à moyen et long terme, de ce que c'est que la donnée personnelle, la privacy. Quand on a fait un petit tour d'horizon là pour regarder les sujets dont on voulait parler, une personne de ce côté de la table a dit, je ne vais pas la citer parce que sinon elle va se sentir victimisée, mais elle a dit le thème là, privacy as a business model, ça n'existe pas.
et on était tous assez d'accord sur ce sujet-là. J'apporterais quand même une nuance. Nous, on voit dans le domaine notamment du sujet des data brokers que les pratiques sont absolument catastrophiques. Je vous invite à regarder, si vous avez 2 fois 8 minutes à perdre, un reportage assez intéressant, plutôt grand public, qui vulgarise la notion de données de géolocalisation, qui s'appelle Tracking Files. Ça a été fait ça doit avoir 5-6 mois. C'est extrêmement bien fait et ça vous montre que pour quelques milliers d'euros, de façon extrêmement accessible, vous pouvez accéder à n'importe quel parcours de tous ceux que vous êtes, tous ceux qu'on est plutôt dans la salle, parce que finalement, les meilleurs trackers que vous les avez tous dans votre poche, c'est votre téléphone, et que c'est extrêmement facile de savoir où une personne habite, un conducteur d'un fourgon de la Brinks, etc., quels sont les parcours qu'ils empruntent. Et donc, j'étais plutôt d'accord avec le constat de privacy et de business model, ça n'existe pas. Malgré tout, je pense que chez certaines catégories d'interlocuteurs par des organisations souvent assez opaques, ça existe quand même. Je suis d'accord avec l'apport de Bernard sur le fait que, en effet, c'est plutôt quelque chose en plus qu'on apporte dans la relation avec les consommateurs. Je reviens sur le propos tout à l'heure de Philippe de la banque. Alors, il me semblait que c'était le CIC, mais je ne sais plus quelle banque c'est. Mais la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, Crédit Mutuel, CIC, je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Une banque qui se targue de pas revendre les données personnelles de ses clients. Je me suis dit, ça doit certainement être issu d'une étude qui dit que les clients ont peur que leurs données soient vendues, mais je trouve que c'est quand même pas ultra rassurant. Enfin, moi, je trouve que on est quand même un peu bas niveau par rapport à ce sujet-là. Je terminerai là-dessus pour dire que le sujet de la donnée, on s'est dit plusieurs fois, c'est un sujet qui est hyper complexe. Je pense qu'on a un énorme enjeu de vulgarisation de ces problèmes et que ça doit pas être un sujet exclusivement d'experts et de sachants, mais que ça doit être aussi un sujet de citoyens et que c'est fondamental. Et donc, je salue le travail que vous pouvez faire dans les écoles pour éduquer les élèves à cet enjeu qui est un enjeu, je le redis comme je disais tout à l'heure, hein, j'espère vraiment que dans 10 ans, on ne se réveillera pas avec la gueule de bois en disant qu'on a fait n'importe quoi, comme l'écologie. Merci. 3 points. Le premier, aligné avec Philippe, à savoir qu'on est sur un moment réglementaire un peu pivot, il va se passer des choses, tout en ayant en tête les constats un peu amers des textes passés qu'on a évoqués là tout à l'heure. Je ne peux pas résister au fait d'en donner un autre exemple qui est... Parce que non, mais là, c'est vraiment une Madeleine de Proust, c'est extraordinaire. C'est la dématérialisation du ticket de caisse. Alors là, ça plus pétri de bonnes intentions, environnement, tout, c'est la totale. Mais sauf que là aussi, le texte ne dit pas comment on récupère numériquement le ticket de caisse. Or, moi, si on m'envoie un JPEG de mon ticket de caisse, je ne vais pas l'imprimer pour le mettre au-dessus de mon lit. Ça ne me sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est un format structuré avec le code EAN qui me permet d'avoir une traçabilité, de savoir que j'ai acheté un lot de lait pour bébé frauduleux, enfin, en tout cas, avec un problème de... C'est inconcevable qu'un texte législatif... Non, mais non, mais... Non, je l'ai dit à un député, au moment où il est sorti, c'était pas toi. Mais c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est d'une aberration et un manque de bon sens. Bah si, parce que pour recevoir mon ticket de caisse, je donne mon adresse mail et mes données personnelles. Oui, c'est génial. mais C'est normalement pour du décret. Ok, bon, ok. Non, mais par contre, je viens. Oui, mais dans l'esprit de la loi, on pourrait mettre que ce soit fait de manière utile, parce que n'ayant pas cette contrainte réglementaire, le décret... Le ticket de caisse est en format PDF. Le format PDF disparaît, il faut qu'on change la loi. Et vu le bordel que c'est à l'Assemblée, on a pour 5 ans avant qu'on change le point PDF en point JPEG. Donc rien que ça lui extra 5 ans. Non, c'est pas le problème du format, c'est du contenu. Oui, mais ça change tout. Non. Il faut que le texte de la loi donne l'esprit pour que le décret porte sur le contenu. Voilà. Et là, le texte ne donne absolument pas l'opportunité pour le décret de venir préciser la nature du contenu. Tu prends le point, mais tu prends le mien, on fait 1-1. Ça marche. En fait, vendu. Donc ça, c'est voilà, un moment législatif, c'est sûr, mais mon Dieu, j'avoue que... le deuxième point, c'est sur les business models.
clairement, on n'aura pas le temps de. J'aurais vraiment aimé développer comment on peut imaginer des transitions vers des business models où, pour le coup, la Alors, privacy. le but de l'atelier, c'est de fixer le programme de travail sur le sujet. Je serais très content d'y contribuer, d'apporter quelque chose. J'ai des schémas, je les modélise. Donc, on pourra faire des webinaires et ensemble et tout. Il y a vraiment des modèles vertueux et des transitions possibles. D'accord. Donc ça, vraiment, moi, je reste un optimiste, d'un optimisme inébranlable. Et le troisième point, c'est un autre moment dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi est connexe, c'est celui de la souveraineté, qui est un sujet, la souveraineté numérique, qui inclut forcément en fait la privacy, parce que forcément, si votre population a ces données personnelles qui sont exposées à des législations, à des pouvoirs que vous ne maîtrisez pas, votre souveraineté, elle est bien théorique. Donc il y a un enjeu énorme aujourd'hui qui est incarné, qui est bien senti par les acteurs publics mais privés aussi sur les enjeux de souveraineté. Et je pense que c'est un nouveau levier pour irriguer toute une réflexion sur des modèles de privacy. Et c'est typiquement ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec l'Inagora. Et donc, ça sera aussi dans notre programme de recherche, plutôt l'axe 3, souveraineté des données, en lien avec l'axe 2 et l'axe 1. Tout est lié. Tout à fait, tout à fait. Christophe ? Bien, moi, j'étais convaincu de l'intérêt de mettre ces sujets dans les formations scientifiques. Je le suis encore plus. Et ce que je retiens de ça, c'est aussi que donc il faut mettre de l'économie, du droit dans les formations d'ingénieurs. Il faut mettre aussi de la techno un peu dans les formations de juristes et voilà. Donc ça, je l'ai bien noté. Et puis, autre chose, il faut que toute cette réflexion quand je disais faut produire de la connaissance et il faut la diffuser, tout ce qui est dit là, il faut que ça serve aussi à alimenter une réflexion à un autre niveau. Et donc, il y a une articulation à trouver, ce qu'on fait, mais peut-être encore plus avec les administrations centrales. On a parlé de décret tout à l'heure. En fait, c'est une administration centrale qui produit un décret, donc il faut les alimenter. Moi, je suis passé par une administration centrale aussi, donc je me suis senti aussi concerné par ça. Donc, donc il faut alimenter cette réflexion, que ça soit au niveau national et aussi au niveau européen. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des ingénieurs qui soient dans certaines instances dans les directions générales de la Commission européenne. C'est mon passé qui me fait dire ça aussi, et c'est important parce que les ingénieurs ont un rôle à jouer dans certaines directions générales. Je suis passé par la DG Concurrence il y a très longtemps. Bon, d'abord, j'étais ravi d'être sparring partner dans cette table ronde, donc merci à tous. Mais blague à part, donc je partage tout ce qui a été dit, et notamment le côté citoyen. Je relaye complètement cette partie-là. D'ailleurs, c'est une des raisons qui, de mon parcours de CIO, m'a fait évoluer vers la privacy. C'est que c'était un sujet qui me concernait aussi à titre de citoyen et pas seulement dans mon parcours professionnel. Moi, je rajouterais juste que je vois une grande transformation du métier de DPO à l'horizon. Aujourd'hui, on voit des compétences supplémentaires qui vont être rajoutées, tout ce qui est cyber, toutes les réglementations cyber, les DPO vont être forcément embarqués là-dedans, l'analyse des risques AI. Donc le métier va évoluer, il va y avoir une grande transformation. Et sur l'aspect Omnibus & Co., ce qui me semble important, c'est d'être vigilant sur le message qui va être envoyé aux organisations. On a passé des années à aller embarquer les comités exécutifs, à avoir des moyens. Il y a encore plein de DPO qui sont isolés, qui rament avec pas grand-chose. Si le message qui est passé, c'est il faut de la cohérence réglementaire, on simplifie entre l'IA Act et les RGPD, ça s'entend. Si le message, c'est de dire on simplifie, ça va être compris, ok, on coupe les vivres et on met moins de focus au niveau des entreprises. Donc, c'est un point extrêmement important de faire vachement gaffe à la manière dont tout ça va être relayé au niveau des entreprises. Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde.